Alors, Margarita Mantovani, qui est, donc, fait partie de ce projet BINA, est chercheuse associée au LEM, au CNRS donc. Elle a été chercheuse postdoc en 2020 du LabEx Aztec à l'École pratique des hautes études, associée à la section hébraïque de l'IRHT, de l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Donc, autant vous dire qu'elle a travaillé avec nous. Et elle est chercheuse résidente à la Fondation Maison des sciences de l'homme de Paris, actuellement. Donc, nous l'avons... Je suis... J'étais... Okay. I have been... I have what? Ok. Tu le diras après. Oui, je le dirai après. Voilà, donc vous avez compris qu'elle était italienne. Vous avez remarqué que les 3/4 de l'équipe, en fait, est italienne. Nous avons un Espagnol, en la personne de Javier, et nous, malheureux, Français, nous sommes, je ne sais même pas combien, un, avec Jean-Pierre, 2 peut-être, puisque même Judith n'est pas tout à fait française. Voilà une bonne équipe cosmopolite, à l'image de cette collection, de ce corpus qui est constitué de manuscrits de toute provenance. Je continue. Margarita s'intéresse à l'histoire des traductions de l'hébreu en latin au Moyen-Âge et à la Renaissance. Donc vous êtes dans l'après-midi de la transmission des textes, du passage des textes hébreux dans la langue latine et vernaculaire. Et elle va vous parler du fonds hébreu de la BNF et de l'avéroïsme en Italie dans une enquête préliminaire. Margarita, ajoute ce que tu voulais dire. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens beaucoup à remercier les organisatrices Mabat et Sonia Fellous pour cette invitation et toute la section hébraïque de l'IRHT. Et oui, je suis actuellement seulement chercheuse associée au LEM. C'est tout, mais ce n'est pas grave. Ah bon, d'accord. Et bon, cette intervention vise à examiner la circulation d'Averroès entre les 15e et les débuts du XVIe siècle, et spécialement entre l'Italie du Nord, et en particulier à Ferrare, et la France. Il s'agit d'une recherche que je viens de commencer et donc je vais présenter seulement des résultats préliminaires et partiels. Je vais suggérer aujourd'hui est-ce qu'une étude plus approfondie de ces manuscrits de la BNF peut illuminer certains aspects de l'histoire des institutions universitaires européennes entre les 15e et les 16e siècles, mais aussi certains éléments de l'histoire de la circulation d'hommes, des textes et des idées à l'époque. Donc, de la Bibliothèque nationale, la base de données Ketiv registre 152 manuscrits hébreux associés au nom d'Averroès. Parmi eux, au moins 5 sont datés et localisés et ils sont de provenance italienne. Les manuscrits hébreux 923 en écriture italienne achevés à Città di Castello 1425, qui contient un commentaire moyen sur la logique d'Aristote, mais aussi les manuscrits 933, copiés à Ferrare en 1498, 4 commentaires moyens d'Averroès dont on dira après, et les manuscrits hébreux 940, achevés à Crotone en 1472, avec les commentaires moyens sur l'âme d'Aristote et sur la métaphysique, les manuscrits achevés à Crotone, les manuscrits hébreux 926 à Apice 1472, avec les commentaires moyens d'Averroès sur la logique, et les manuscrits hébreux 994, qui c'est un manuscrit très intéressant en papier complété à Sarnan en 1498 par les scribes Pinchas ben Yehuda ben Abraham Avdia de Camerino et rédigé pour soi-même en écriture italienne. Il contient plusieurs ouvrages, un traité de logique, un commentaire moyen d'Averroès sur l'Isagogé de Porphyre et aussi sur les catégories d'Aristote. Les commentaires moyens sur l'interprétation, sur la métaphysique et d'autres ouvrages. C'est très intéressant. Mais parmi tous ces documents,
Et se trouvent les manuscrits hébreux 933, ancien code hébreu 332, qui inclut des traductions en hébreu des 4 commentaires moyens d'Averroès. Les manuscrits est logé d'une brève description dans les catalogues Zoderberg, qui ont décrit les 4 unités textuelles, notamment les commentaires moyens sur les topiques, sur les réfutations sophistiques, sur la rhétorique et sur la poétique. Toujours, les catalogues Zoderberg soulignent l'existence des 4 colophons qui permettent l'identification des traducteurs. La traduction des commentaires sur topiques et réfutations sophistiques est attribuée à Kalonimos Ben Meir, tandis que la traduction de la rhétorique et de la poétique à Todros Todrosi. Les manuscrits se composent de 306 folios avec cahiers constitués de parchemins et papier. Et il y a aussi un colophon très intéressant à la page 306 recto qui nous informe de la rédaction du manuscrit en 1448 à Ferrare. Les affinités avec... j'ai oublié de dire, mais les affinités avec les textes du commentaire moyen à la poétique conservés dans notre manuscrit et les textes du commentaire moyen à la poétique du manuscrit, toujours de la BNF hébreu 932, ont été déjà analysés par Francesca Gorgoni. Donc, en retournant à notre colophon, les copistes Yitzhak Tzarek et Ben Zerachia a rédigé les manuscrits les Benjamin Arofé pour les médecins Benjamin, fils d'un certain Eliaou et Ber Arofé, d'Eli Ber, les médecins, et terminé au moins des Sivan 5208, c'est-à-dire 1448. Nous notons tout d'abord un jeu de mots entre la formule pour indiquer l'année, Yotza de Chet Kov, et les noms de scribe, Yitzhak. Or, rédigé selon une qualité d'écriture formelle et dans un style livresque, les manuscrits, je dirais, qui appartiennent à la typologie séfarade. En prenant en considération les lignes guides du projet Books Within Books, nous pouvons dire aussi que les textes du manuscrit qui a été copié, comme j'ai déjà dit, par un seul scribe, est toujours rédigé sur les 2 côtés du document et dans un seul bloc. Les scribes Yitzhak Ben Zerachia séparent les unités textuelles à l'aide d'espaces vides. Parfois, ils créent aussi des paragraphes en écrivant les premiers mots en caractères majeurs. Le texte est réglé, la justification est observée de manière très précise dans la marge de gauche, et grâce à l'usage d'espaces blancs et à la majoration des dimensions de lettre finale par rapport aux autres de la même ligne. La densité d'écriture est suffisamment stable, 28-29 lignes verticales, aussi comme l'espace entre les lignes, tandis que les espaces entre les mots sont légèrement variables. Parfois, ils sont bien majeurs de la largeur d'un rayon moyen. Et, comme déjà souligné par Malachi Bettarier, notre scribe elle-même, dans notre manuscrit, un manuscrit de la Baudelairienne, le manuscrit Oppenheim Additional 47, copié à Ferrare en 1450, qui contient les masses et éphod avec des notes marginales, mais aussi du manuscrit de la Vatican, hébreu 458, toujours achevé à Ferrare en 1448. Il s'agit d'un recueil de philosophie avec des textes d'Ibn Rushd, d'Averroès, d'Al-Ghazali et d'Avicenne, que Yitzhak Tzarek Ben Zerachia a copié, et ça c'est intéressant, pour Menachem Tzemach Ben Yekutiel Ben Solomon Finzi. Un élément intéressant, car à notre avis, il y a des affinités typologiques d'écriture entre les manuscrits de la BNF 933
et les célèbres manuscrits de la Bodleian Oppenheim 598, copiés à Crevalcore en 1428 par les pères de Menachem Tzemach, notamment Yekutiel Finzi, une écriture italienne. Il était très connu, je ne vais pas l'analyser en profondité. Mais il devient clair que les commanditaires de 4 commentaires d'Averroès de notre manuscrit de la BNF, notamment Benjamin, fils de Libère les médecins, doit être identifié avec les fils du magister Eliyahu ben Shabtai Ber ou Elia di Sabato de Fermo, lecteur des médecins entre 1439 et 1445, même si en forme discontinue, à l'université de Pavie, dans le duché de Milan, avec un salaire de 500 florins. Comme le rappelle Sylvia Nagel, l'inclusion du nom de Libère ou Elia di Sabato dans les rouleaux, dans les rotuli des enseignements et des professeurs engagés dans l'activité académique de Pavie, de la ville de Paris, coïncide avec la première apparition d'un juif dans les registres universitaires européens. Par conséquent, pour l'histoire des relations culturelles entre juifs et chrétiens en Italie, les vicissitudes biographiques de Libère ou d'Elia di Sabato, médecin d'Innocent VII, de Martin V et d'Eugène IV, représentent un cas exemplaire. Des manuscrits hébreux liés à Élie et à la famille Hébert, donc aussi à Benjamin, survit les déjà nommés recueils de commentaires moyens d'Averroès du manuscrit de la BNF, qui a, j'ai oublié de le dire, avec des notes marginales en italien, mais en caractère latin. En tant que commanditaire des manuscrits, Élie fait copier et traduire du latin en hébreu aussi 4 traités des médecins composés 1304 par Bernard de Gordon, conservés aussi dans la Bibliothèque nationale. Il s'agit du manuscrit hébreu 1185, étudié par Mauro Perani dans la culture hébraïque à Bologne. En tant que lecteur d'Avicenne, Élie fait transcrire, peut-être traduire de l'arabe en hébreu les 2 premiers livres du canon. Et un manuscrit lui appartient aussi avec une version hébraïque de Kalonymus ben David ben Todros, Appala de la Confutatio Confutationis d'Averroès, maintenant à la Vatican. Or, si les manuscrits 933 nous communiquent des informations sur l'intérêt philosophique de la famille Hébert, famille dont l'importance est surtout liée à la figure de Libère, à son rôle en tant que médecin et professeur à l'université de Pavie et de son fils Benjamin, le manuscrit 923 est un document qui permet de mieux comprendre l'intérêt vers Averroès parmi les hébraïsants chrétiens de la première moitié du XVIe siècle, dont je vais présenter ici mon 2e cas d'étude. C'est un manuscrit en parchemin, achevé 1424 à Città di Castello. Il contient les commentaires moyens d'Averroès sur l'Isagogée de Porphyre, les traités des catégories et les traités de l'interprétation d'Aristote. Les catalogues Zoderberg signalent aussi qu'il a été traduit, et je cite, de l'arabe en hébreu par Rav Yaakov, fils d'Abba Marie Anatolio, Yaakov Anatoli. Une note fin de la citation. Mais surtout, une note de possession au début du manuscrit nous informe de son appartenance à un juif converti de nom Paulus en 1538. Et ici sur la gauche, une première hypothèse à propos de l'identification de ces juifs convertis, les catalogues Zoderberg ne donnent pas aucune solution à ces problèmes. Regarde le nom de Paolo Ricci, Paulus Riccius, déjà nommé aujourd'hui, qui était
un juif converti, et come Libère, Elia Di Sabato da Fermo, médecin, mais aussi professeur toujours à l'université de Pavie, mais pas en médecin, mais en hébreu. Les relations politiques entre Paolo Ricci avec la France, bien que moins explorées par rapport au lien de Ricci avec les milieux allemands de Maximilien Ier, deviennent visibles si on considère par exemple la dédicace du traité Salfederis, publié par Ricci en 1507, au roi de France, Louis XII, et surtout la traduction de Ricci de l'hébreu au latin du commentaire moyen d'Averroès au De Cello d'Aristote, un texte que Ricci cite à plusieurs reprises à propos de la dispute avec Johann Eck sur les cieux animés. Et traduction que Ricci avait achevée avant la fin de 1511 avec titre des paraphrases des 4 livres sur les ciels et les mondes. Est ainsi traduite pour la première fois en latin. Le 4 décembre 1511, la traduction était imprimée à Milan dans un recueil consacré à Étienne Poncet, le chancelier du duc de Milan et archevêque de Paris, qui en 1518 servira de médiateur. Il essaye de médier avec Guillaume Petit en faveur d'Agostino Giustiniani pour la chaire d'hébreu à Paris. Poncet avait été chancelier de Louis XII à Milan, et à Louis XII, Ricci avait dédié les traités Salfederis en 1507, 2 éléments qui permettent de mieux encadrer les relations politiques de Ricci avec la cour et le gouvernement de France. Cependant, nous connaissons la signature de Ricci en hébreu grâce à un manuscrit et en écriture ashkénaze documentaire de la Staatsbibliothek de Munich, qui conserve une copie, l'antigraphe a été perdu, mais cet manuscrit conserve une copie d'une lettre envoyée par Ricci au moine augustinien Caspar Amann, datée au 3 octobre 1515. Ici, Ricci se signe avec les lettres P, Aleph, Vav, Vav, Lamed, Vav, à gauche, merci. Tandis que dans les manuscrits de la BNF, les lettres qui apparaissent sont différentes. Non? Nous avons P, Aleph, Vav, Lamed, Vav, Sin. Donc, je suggère que les propriétaires du manuscrit est identifié avec Paul Paradis, juif converti à Venise, et comme Guida Cerio et François Vatable, lecteur royal en hébreu au Collège royal. Et l'institution par François Ier des premiers lecteurs royaux implique pour l'hébreu la nomination comme on sait d'Agazio Guida Cerio à la suite du refus de Paolo Ricci, mais aussi de François Vatable et Paul Paradis. Comme François Sécré l'a montré, les noms de Paul Paradis avant les baptêmes, baptême qui a avec lieu à Venise en 1528 était Vivien, fils de Jacob, fils d'Anselmo del Banco. Et Vivien del Banco s'est converti à Venise, donc en présence du doge Andrea Gritti. C'est un élément qui est souligné plusieurs fois par François Sécré, comme le nom d'Andrea Gritti apparaît parfaitement dans notre note des possessions à la 3e ligne. Donc, il faut s'est converti, donc Paul Paradis est converti à Venise en 1528, c'est-à-dire 10 ans avant la date enregistrée dans la note des possessions de notre manuscrit de la BNF. Il faut remarquer donc la possibilité qu'autre manuscrit d'Averroès appartenait à Paradis. Si notre hypothèse est correcte, les manuscrits hébreux de la BNF 923 témoignent l'intérêt de Paul Paradis non seulement vers les grammaires hébraïques et les études bibliques, mais aussi vers la philosophie, et notamment vers les commentaires d'Averroès. Donc l'histoire des collections imprimées et manuscrits et des relations entre Rome, Paris et les duchés de Lombardie pourra alors enrichir l'histoire de la transmission et de la diffusion de l'hébreu en Europe à la Renaissance
en prenant comme point de départ la préhistoire et les développements historiques du Collège royal, les développements de l'enseignement de l'hébreu en Europe à niveau académique et des dynamiques de collaboration et d'échanges culturels entre juifs et hébraïsants chrétiens. Merci. Eh bien, je pense on va faire venir Emma Abaté pour qu'on puisse avoir le temps d'avoir peut-être un peu de discussion avant l'intervention de Laurent Hérichet. Merci beaucoup, Margarita. Alors, Emma Abaté, tu as un PPT, hein, toi. C'est pas un PDF. Non. Attends, ferme ici, voilà. Ok. Tu fermes là aussi. Ferme là, ouais. Et là, tu vas la voir sur le truc ici. Voilà. Emma Abaté, t'es numéro 10. Alors, Emma Abaté, que j'ai le plaisir de vous présenter, est chargée de recherche à l'IRHT, ainsi que chargée de cours de culture hébraïque et d'histoire du livre hébreu à l'Université de Bologne. Ses recherches sont consacrées à l'exploration et à l'édition de manuscrits hébreux magiques et kabbalistiques, voir son volume Sigillare il Mundo, Amuletti e Ricetti dalla Geniza, Manoscritti magici ebraici de la Biblioteca dell'Allianza Israélite Universelle. Donc, vous l'aurez compris, elle a travaillé sur les amulettes et les recettes magiques de la Geniza du Caire, dans la collection qui se trouve à la Bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle. Une partie de son enquête concerne la bibliothèque de l'hébraïsant chrétien Egidio de Viterbo, 1469-1532. Vous l'aurez compris, c'est une session sur les hébraïsants chrétiens. Emma Abaté est le coordinateur scientifique du projet Books Within Books, dont on a beaucoup parlé et qu'on n'a peut-être pas détaillé. Il s'agit de l'étude des fragments de manuscrits hébreux qui ont été retrouvés dans les reliures et comme couverture des manuscrits latins. Et ça s'appelle donc Hebrew Fragments in European Libraries. Et le responsable scientifique du projet collaboratif, Bina, dont nous avons eu... que Emma a remporté là en septembre. Bina, donc B-I-N-H, pour Bibliothèque nationale hébraïca, manuscrit hébreu à Paris, ce qui ne veut pas dire que Bibliothèque nationale, vous l'aurez compris, il y a d'autres manuscrits hébreux à Paris, mais peut-être qu'elle élargira ça à la France. Donc Emma va nous parler du catalogue et érudition des textes de magie et de Kabbale, le cas du manuscrit hébreu 765. J'aurais une question à vous poser dessus. Et je peux vous dire que j'ai le plaisir de travailler très étroitement avec elle depuis quelques temps et que je suis ravie de continuer. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup à tous. Donc, pour continuer, je ne parlerai pas aujourd'hui d'abord d'Egidio da Viterbo. Donc, mais on rentre dans la magie plus démoniaque, en fait. Et donc, pour continuer cette journée tellement riche de présentations, je vais vous montrer un recueil de Kabbale produit dans les milieux séfarades du XVe siècle, XVIe siècle. Le volume factice hébreu 765, qui est parmi les volumes qui se trouvaient dans la Bibliothèque royale au XVIIe siècle. Vous voyez dans l'estampille qui se trouve dans la première et dans la dernière carte du volume. Et ce volume contient des classiques de la mystique juive et en même temps des textes inconnus de magie et des notes des scribes avec les textes de magie je suis en train d'éditer et dont je vous parlerai. Et après quelques informations sur le manuscrit qui compte 245 cartes, il est écrit sous papier, il est de petite taille, seulement en partie réglé à la pointe sèche, et la description codicologique se trouve dans le catalogue de Cristina Ciucu, publié en 2014. À partir du deuxième folio jusqu'à la carte 20... C'est page. Hein. Et... Page. Quoi? Carta. Carte. Page. Ok, folio. Audio. Ok, d'accord, tu as raison. Ainsi que les dernières 60 folios sont écrites à la main d'un scribe principal qui s'appelle Shimon ben Moshe Cohen, vécu vers la fin du XVe siècle, et nous nous focalisons sur cette partie du manuscrit.
Et son style en semi-cursif séfarade est net, soigné, assez clair. Probablement, il a tracé aussi les titres de chaque section en caractère carré à l'encre brune. Il y a des réclames en cursive séfarade en bas des pages. Vous les voyez dans les versions à gauche. D'autres réclames sont toutefois en caractère arabe. Et donc, c'est un info supplémentaire sur les milliers dans lesquels a été produit les manuscrits. Et, les codex, en effet, englobent plusieurs unités codicologiques et paléographiques. Et voilà, vous voyez, donc, c'est un volume factice, comme je vous disais au début. Mais il renferme aussi des noms, des dates, des notes des personnes provenant d'une même famille qui s'est penchée sur la Kabbale et sur la magie. Et des kabbalistes et des magiciens, des scribes qui copiaient pour eux-mêmes, probablement, et qui étaient donc aussi les possesseurs pour un certain moment de ces manuscrits, probablement entiers ou en partie. Nous ne savons pas comment il a été en fait rassemblé au cours du temps. Car en effet, donc, malgré cette histoire familiale, il y a au moins 3 manuscrits divers au sein de ces volumes et je reviens à la... Non, c'est ici. Je reviens à la... au premier folio qui en effet est en maculature, un book fait partie des fragments réutilisé, qui a été probablement mise en couverture comme folio de garde du manuscrit. Nous ne savons pas à quel moment, mais en effet, il s'agit toujours d'une écriture séfarade, et donc c'est bien, il faudrait encore un peu étudier les rapports entre ces premiers textes, qui est le texte en partie, un fragment qui vient du livre du Sefer HaZohar, tandis que l'anthologie qui a mis ensemble Shimon ben Moshe Cohen est plutôt focalisée sur les Sefer Yetzira et sur ses commentaires, sur les commentaires au Sefer Yetzira. Et il y a aussi, vous voyez, des notes, des exercices d'écriture en bas des pages, donc une première écriture, un premier texte que j'ai essayé de traduire. Donc ma traduction est: la 4e partie de ce qui est écrit vient de l'encre, une 4e vient de Chokma, donc de la sagesse de ceux qui l'ont écrit, une 4e vient du kalam, vide, et une 4e est constituée du papier qui l'entoure. Après, ce texte a été écrit aussi en écriture cursive. Après, il a écrit aussi, il me semble, en arabe. En arabe, oui. Et les textes copiés par... mais si nous tournons la page, nous voyons la première unité codicologique du texte copié par notre scribe Shimon Cohen, qui n'a pas à voir avec la Kabbale du Zohar, mais l'anthologie, comme je vous disais, qu'il a conçue, se focalise autour du Sefer Yetzira, le livre de la formation, qui est le premier titre. Et je vous rappelle brièvement le contenu du Sefer Yetzira, car il est important pour la suite de mon discours. Très brièvement, en 6 chapitres, le Sefer Yetzira traite de la formation du monde à l'aide de la permutation des 22 lettres de l'alphabet hébreu et des 10 éléments primordiaux, et les séphirotes, qui constituent, comme il est expliqué au début du Sefer Yetzira, les 32 voies mystérieuses de sagesse. Il s'agit d'un ouvrage aux origines inconnues, censé parmi les plus anciens textes de la mystique juive. Et donc, je saisis l'occasion pour vous annoncer qu'il y aura un entier colloque consacré à un autre manuscrit de la BN
beaucoup plus ancienne de ces manuscrits, le 14 novembre. Et donc, je me permets de faire aussi la publicité à cet événement important. Et donc, le Sefer Yetzirah est suivi dans les manuscrits dont nous parlons maintenant par les commentaires à ce livre du grand kabbaliste catalan du XIIIe siècle, Azriel de Gérone, et par un pronostic pour l'année 1475, qui est une date qui est très utile encore pour dater les volumes. Et entremêlés à ces textes, nous avons des textes de magie. Et le texte suivant est en effet un catalogue des démons gouvernant les heures de la nuit sur 6 jours de la semaine, et il est intitulé Elu Ashedim Amemunim Al-Shaot Al-Laila, et il est suivi des instructions pour convoquer les démons. Et oui, là il y a... Non, j'avais raté une image. Et voilà les débuts du catalogue. Et en fait, les débuts et la fin. J'ai mis la première et la dernière page. Et après, en effet, après cette digression magique qui prend quelques pages, une réponse relative au Sefer Yetzirah suit, et un commentaire sur le nom divin des 42 lettres. Donc il a vraiment mis ensemble plusieurs typologies textuelles magiques et kabbalistiques. Il y a aussi les commentaires de Yosef, il y a aussi le Sefer Sharei Ora de Yosef Ben Avraham Agigatiya, une partie, et finalement nous trouvons une prière kabbalistique sur l'unification des séphirotes, qui sont les forces de l'émanation divine. Et après, des formules de Kfitsat Aderek dont nous allons parler à la fin de cette communication. Donc la structure de ces catalogues que j'ai édite, en fait, et le texte va paraître bientôt et publié dans un volume soigné par Jean-Patrice Boudet. Et sous chaque jour de la semaine sont listées les 12 heures nocturnes, chaque heure est accompagnée d'un nom d'un démon avec une courte explication concernant ses fonctions et compétences. Les démons sont 72, chiffre qui évoque en contrepartie un des noms divins les plus puissants, celle des 72 lettres. Chaque démon est responsable d'une heure de la nuit entre samedi soir et jeudi soir, tandis qu'aucun démon ne gouverne la nuit du vendredi soir, introduisant les Shabbats. L'agencement de chaque entrée du catalogue répète le schéma suivant. Indication de la nuit, horaire, nom du démon et fonction. La plupart des noms des démons du catalogue ne correspondent pas aux démons de la tradition rabbinique ou de la mystique juive, mais semblent plutôt liés à l'héritage hellénistique. Voir par exemple les noms du premier démon Paphos. Première heure, le nom du démon est Paphos, surviseur de la médecine. Pour vous dire le contenu de la les premières lignes du premier jour de ce catalogue. À la 7e heure, nous avons Sibylos, qui est le démon responsable de tout ce qui concerne la paix, l'amour, le succès, l'amitié, la joie. Donc, il ne s'agit pas des démons qui sont négatifs, très méchants, mais ils ressemblent plutôt en effet à des génies. À présent, je n'ai pas trouvé d'autres copies de ce catalogue. Je me suis consultée avec Jean-Patrice Boudet, plusieurs magiciens qui travaillent à Paris, Jean-Charles Coulon, Julien Veronese et Saverio Campanini, en effet, qui m'a donné une très bonne indication. Et donc, je lui remercie ici publiquement parce que, en effet, il y a une nomenclature qui ressemble beaucoup à cette nomenclature démoniaque dans un témoignage plus tardif qui est l'Oedipus Aegyptiacus, publié à Rome en 1552
1854 par l'érudite polyglotte Athanasius Kircher, donc vécu au XVIIe siècle, qui fait référence à une tradition égyptienne des noms et fonctions des génies gouvernant les heures nocturnes de la semaine. Selon les commentaires du jésuite allemand, cette tradition, qui lui avait été révélée par les maîtres en langue orientale à Rome, Abraham Ekelensis, était conservée dans un texte traduit en hébreu à partir de l'arabe et incorporé en codex du Sefer Yetzira. Donc, vous voyez qu'on a trouvé un lien très important avec ces manuscrits. Nous ne savons, je ne pense pas qu'il s'agit du même manuscrit parce qu'en effet, j'ai comparé la liste de l'Oedipus Aegyptiacus. Et en effet, il y a plusieurs correspondances, mais aussi plusieurs variantes. Et aussi, il y a des erreurs dans les manuscrits hébreux. Par exemple, il y a un nom qui manque à la première nuit, qui est reporté dans l'Oedipus Aegyptiacus. Donc, il s'est basé probablement sur un autre manuscrit, mais qui est toujours lié au Sefer Yetzira et qui a un contact très fort avec une tradition arabe. Donc, cette information se révèle très importante pour l'histoire de notre volume. Mais l'autre, voilà, c'est une première transcription, c'est la transcription de la première nuit de l'Oedipus Aegyptiacus et la traduction que j'ai faite de l'hébreu de la première nuit, de quelques heures de la première nuit. Je n'ai pas tout reporté. Donc, l'autre nomenclature démoniaque qui ressemble à celle conservée dans notre manuscrit a été publiée plus tard, en 1854, par l'ésotériste français Eliphas Lévi, comme supplément à son livre Dogmes et rituels de la haute magie, à la fin de sa traduction française du Noctémeron, œuvre en grec attribuée au philosophe néopythagoricien et thaumaturge Apollonius de Tyane, vécu au 1er siècle. Donc, mais je pense qu'Eliphas Lévi est encore un plus loin de notre tradition et peut-être il se base plutôt sur l'Oedipus Aegyptiacus. Revenons sur notre catalogue démoniaque de la BN. Les figures démoniaques responsables des 72 heures doivent être contraintes selon leurs tâches et à l'heure de leur activité. Pour ce faire, un rituel préparatoire est requis. L'instruction est donnée à la fin du catalogue. Les premières lignes concernent la préparation rituelle du corps du praticien. Le jeûne et l'éloignement de toute ordure sont propédeutiques au contact avec les forces surnaturelles. L'officiant devra ensuite dessiner un cercle magique de protection. Après ce rituel, il récitera la formule de conjuration dans laquelle il rappellera le nom du démon en charge de l'heure 21 fois. Enfin, nous trouvons des conjurations démoniaques, des conjurations au nom d'un ange gardien des esprits et des démons et au nom divin. La dernière partie de l'instruction est consacrée à la description de l'apparition des démons qui arriveront en paix et dans la gaieté et seront bien disponibles à collaborer avec les magiciens en charge en échange de l'offrande de nourriture et de vin. Et voilà, une fois établi le contact avec les démons pourra être interrompu à tout moment. Les praticiens devront uniquement utiliser deux versets du texte biblique, Exode 14, 25 et Psaume 29, 1, en tant que formule de congé. À la fin de l'instruction, nous lisons l'acronyme Ain Kaf, que j'interprète comme Avodat Kokavim, œuvre d'astrologie, une manière de renseigner les lecteurs qu'il s'agit d'un texte dangereux, potentiellement blasphématoire et interdit en dehors du cercle des initiés, c'est-à-dire des kabbalistes qui se consacrent à l'étude des techniques ésotériques les plus audacieuses.
L'encadrement de ces textes au sein d'un manuscrit consacré principalement au Sefer Yetzirah et à ses commentaires n'est pas aléatoire, mais pourrait dépendre des conceptions kabbalistiques et néoplatoniciennes intégrant la dimension astrale des démons, leur rôle et leur incursion, plus ou moins agressive, dans le monde des hommes, dans la chaîne des lettres de la création. D'un côté, la composition du catalogue démoniaque en 6 parties liées au jour de la semaine pourrait être une sorte de pendant antithétique des 6 chapitres du Sefer Yetzirah, dont une section est consacrée à la formation de la semaine, des jours et des heures, à travers la permutation des lettres de l'alphabet hébreu. De l'autre côté, dans les anthologies kabbalistiques, nous retrouvons plusieurs exemples de dossiers magiques contigus au Sefer Yetzirah et à ses commentaires. Ce type d'arrangement pourrait constituer une sorte d'escamotage laïque afin de transmettre des textes ésotériques en les liant à l'étude du Sefer Yetzirah, selon les dispositions talmudiques dans Sanhedrin 67.1, qui traite des pratiques occultes qui étaient admises si étaient basées sur l'usage des Ilkhot Yetzirah. Par exemple, plusieurs manuscrits transmettent dans les commentaires au Sefer Yetzirah les rituels de création du golem. Je n'ai pas de réponse à ces questions pour l'instant, car il s'agit d'une recherche en cours, mais regardons encore une fois les manuscrits, car suite au dossier démonologique, nous avons 2 formules de Kefitzat Aderek, saut du chemin, c'est-à-dire une formule de téléportation. La première instruction prescrit la préparation d'un appareil volant construit avec du parchemin de gazelle morte à la naissance et d'une canne sur laquelle est inscrit le texte de Genèse 28:11. En prononçant les versets, les praticiens devront monter sur la canne avec les yeux couverts par une écharpe, et c'est ainsi que dans un délai d'1 heure, il pourra rejoindre toute destination selon sa volonté. Dans la deuxième prescription, la kevitsa est achevée grâce à une sorte de ceinture de parchemin apportée autour des hanches, inscrite elle aussi avec des noms d'anges et de démons que les praticiens devront prononcer durant les voyages et jusqu'à l'arrivée à destination. Est-ce qu'il y a un lien entre ces derniers textes et l'ouvrage démonologique précédent, ou bien s'agit-il simplement de 2 formules magiques très brèves ajoutées à l'instruction par les scribes avant de passer au contenu suivant, afin de ne pas laisser trop d'espace vide à la fin de la page? Certainement, l'horreur vacui était parmi les critères dominants de la mise en texte des manuscrits du Moyen-Âge, non moins. À l'intérieur du catalogue démoniaque de l'ABN, nous trouvons un lien textuel direct aux formules de Kevitsa. Et voilà. Il se trouve que la technique de téléportation est apprise en conjurant les démons Matskun qui gouvernent la première heure du vendredi. Les 2 textes de téléportation, peut-être, ont été placés dans la conclusion de la pratique démonologique en tant que mesure supplémentaire de protection afin d'assurer l'éloignement du praticien au cas où les forces démoniaques évoquées deviendraient incontrôlables ou la procédure pour les éloigner et les faire disparaître devait échouer. Toutefois, un simple coupe d'œil vers d'autres anthologies kabbalistiques nous permet de vérifier que les formules de Kefitzat Aderek sont souvent utilisées non seulement à la fin des formules de conjuration démoniaque, mais à la fin de plusieurs textes de Kabbale. Elles constituent un escamotage pour passer d'un texte à l'autre, d'une formule à l'autre. Donc, on devrait les inclure bien parmi les techniques des scribes du Moyen-Âge. Bon. Si nous tournons quelques pages de notre manuscrit, nous trouvons que... J'ai combien de temps? Tu as peut-être quelques minutes si on pose des questions après. Et en attendant, Laurent, est-ce que la connexion est prête avec Laurent Hérichet? Oui? Il peut rentrer n'importe quand? D'accord. On va peut-être... 5 minutes. Ouais, alors, si nous tournons encore quelques pages de notre manuscrit, nous trouvons que les commentaires sur le nom divin des 42 lettres est... Ah, voilà. Oui.
est également clôturé par une formule de Kefitsa Taderek et par une autre de Shelat Chalom, une pratique oniromantique et donc divinatoire pour apprendre l'avenir à travers un rêve. Mais revenons sur la partie, cette partie, tout a été préparé par notre scribe Shimon Ben Moshe à Cohen et il a scellé son manuscrit par la première partie de ces manuscrits par un poème qu'il a rédigé en 6 strophes en rime dans lesquelles se trouve son nom. Et son nom se retrouve aussi à la fin de la deuxième partie, à la fin de la deuxième 60 folio du manuscrit. Et les poèmes, en effet, reprennent, parce qu'il y a des liens textuels entre les deux poèmes. Ensuite, à la fin du volume, après la copie de l'ouvrage du kabbaliste Shmuel Tzartza, La perfection de la beauté, et à la carte 244, vous voyez 4 strophes. Nous n'avons pas le temps de les lire maintenant. Lisons toutefois encore une fois les noms de Shimon dans les lettres initiales de la première strophe à la fin du volume, Ani Shimon. Ensuite, son nom se trouve à nouveau dans les poèmes. Mais je dis qu'il s'agit d'une famille. En fait, quant au fils de Shimon, dont nous avons parlé au début, à la fin du volume, nous avons une marque de possession, une sorte de alama, et de Moshe, le fils de Rav Shimon Cohen. Ce texte a été écrit peut-être à 2 reprises parce qu'il y a 2 écritures différentes, une qui n'est pas très bien soignée, donc peut-être il l'a écrit quand il était plus jeune, je ne sais pas. Et donc dans la première, il a écrit à moi, chez lui, je suis Moshe, le fils de Rav Shimon Cohen, ben Rav Moshe à Cohen. Et ensuite, il a écrit dans une écriture cursive, mais beaucoup plus sûre. Donc, assuré, selon les savants du monde, soit-il béni, la traduction, un homme doit sceller son livre avec son nom, et donc voilà mon sceau, mon nom est ici, je suis le jeune Moshe ben Rabbi Shimon Cohen. Je peux encore terminer. En bas des pages, une note annonce en 5320, donc 1559, 1560, la naissance d'un bébé qui s'appelle Shimon Bar Moshe Cohen. Peut-être les petits fils du scribe qui a copié les premières cartes. Je dois un moment vérifier combien de temps est passé entre les débuts de la copie. Ah, oui. Donc, dans la partie initiale, nous avons encore une formule magique dont le but est d'accélérer l'activité du scribe. Et donc, c'est Shem Akutev. Et donc, je vais terminer ma communication avec la lecture de ces textes. L'ouvrage qui a fait le Grand Prince est son et Safat Safia, donc il s'agit d'un ange, qu'il rende vite la main du scribe afin d'écrire et qu'il donne à lui facilité et sagesse dans l'acte de l'écriture, dans l'acte d'écrire tout ce qu'il lui écrit. Ton serve, fils de vérité, un tel, fils d'un tel, donc on est dans le contexte magique, que la sagesse et le savoir soient avec lui dans tous ses travaux d'écriture, qu'elle soit correcte avec la force d'un homme. Je vous remercie et je laisse avec beaucoup de plaisir la parole à Laurent Hérichet d'Abu Dhabi. Alors, Laurent Hérichet, vous le savez sans doute, est le conservateur général et chef du service des manuscrits orientaux du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Il est diplômé de l'INALCO en langue et littérature hébraïque, ainsi qu'en persan, justement. Nous parlions ce matin. Il est titulaire d'un DEA en judéo-espagnol et poursuit sa thèse sur les manuscrits hébreux d'Iran. Et il nous parle depuis Abu Dhabi, où il se trouve en mission pour la BNF, je crois, n'est-ce pas? Oui, bonsoir. Merci de m'avoir donné la possibilité de parler. Merci à Thomas Lascaux, merci à Sophie Andrieux, l'équipe technique de l'amphithéâtre du Mage.
Effectivement, je me trouve non plus ce soir à Abu Dhabi, mais à Dubaï. Ah, pardon. C'est juste à côté, c'est à 100 km à côté. Effectivement, j'étais à Abu Dhabi parce que, peut-être que vous le savez, Abu Dhabi prépare une exposition en 2023, dont je suis le commissaire, sur les livres sacrés des 3 religions monothéistes. Et il se trouve qu'avec la création de relations bilatérales avec l'État d'Israël, le Louvre Abu Dhabi va également organiser une exposition dont Jean-Luc Martinez, l'ex-directeur-président du musée du Louvre, est le commissaire, avec Souraya Noujaim, qui est la directrice scientifique du Louvre Abu Dhabi, et qui sera une exposition consacrée à, je pense, au trésor du musée d'Israël, voilà, et qui aura lieu à peu près au même moment que l'exposition dont je suis le commissaire, dont pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé officiellement le nom, mais on s'oriente vers quelque chose qui voilà, sera en mesure de donner tout l'intérêt de ce projet, de cette exposition, qui donc tentera, comme cela avait été le cas en 2005 avec l'exposition Livre de parole, Torah, Bible, Coran, d'essayer d'expliquer quelle est la teneur, la naissance, la transmission, et insister aussi sur le caractère, disons, universel de ces religions, car à Abu Dhabi, juste en face du musée, s'est construit la Maison d'Abraham, qui est un projet qui tient vraiment au cœur des Émiriens et du cheikh qui dirige l'État de Abu Dhabi, l'émirat d'Abu Dhabi, et qui est un lieu sur lequel on a construit une mosquée, une synagogue et une église. Alors, il n'y a pas encore de projet scientifique très défini, mais déjà, je pense que les Émiriens ont déjà fort à faire avec rien que la synagogue, puisque vous connaissez bien l'histoire juive qui raconte que un naufragé est sauvé sur une île déserte et on lui trouve 2 synagogues et il dit il y en a une où je vais, il y en a une où je ne vais pas. Et en fait, les Émiriens découvrent la complexité du judaïsme, ne sachant pas exactement entre les Chabad, entre les conservatifs, entre les réformés, quel judaïsme va être le représentant du judaïsme dans ce lieu. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi je vous parle d'Abu Dhabi, de Dubaï, et pourquoi j'étais à Abu Dhabi, parce que je suis également au conseil scientifique de cette exposition. La question de la provenance des manuscrits hébreux, de l'histoire des collections, a été traitée déjà dans différentes interventions aujourd'hui. Et par exemple, le rôle de Achille Arlet de Sancy pour la collecte de manuscrits hébreux dans l'Empire ottoman a été évoqué. Effectivement, on doit énormément à ce réseau d'ambassades que Colbert favorise et met en place, notamment avec la création de l'école des jeunes de langue et de traducteurs qui sont voilà, des officiers de consulat qui donc sont formés dans cette école des jeunes de langue qui va devenir par la suite l'école des langues orientales, enfin, qui est l'ancêtre de l'école des langues orientales. Et bien sûr, le bibliothécaire de la bibliothèque du roi est en rapport avec les consuls ou les ambassadeurs de France, et notamment l'ambassade de France à Constantinople, qui est un poste diplomatique très important, qui d'ailleurs est toujours un poste diplomatique très important. Et l'abbé Bignon correspond très souvent avec les ambassadeurs, et il passe commande
de manuscrits. Mais cette collecte par des émissaires, elle a commencé dès le XVIe siècle avec François Ier et l'envoi de bibliothécaires pendant plusieurs années, souvent, dans l'Empire ottoman, essentiellement à la recherche en Syrie, c'est-à-dire à Alep ou à Damas, à la recherche de manuscrits hébreux, de manuscrits arabes, mais également de manuscrits grecs. C'est vrai que nous traitons ici des manuscrits hébreux, mais les manuscrits hébreux font partie d'un tout de cette collection de manuscrits dits orientaux. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur le caractère oriental de l'hébreu. À une époque où il n'y avait plus de juifs en France, enfin, ou alors il revenait progressivement, il y avait les juifs de Metz, mais il n'y avait plus, donc depuis le XIVe siècle, de juifs en France. Et pourtant, on s'intéresse beaucoup à l'hébreu. Et bien sûr, là aussi, il faut trouver des compétences. Et nous l'avons évoqué, et ça a été évoqué avec le rôle qu'a joué Paul Paradis, donc un des premiers professeurs d'hébreu au Collège de France. Mais comme cela a été signalé, converti au christianisme très tôt, avec probablement un niveau d'hébreu qui n'était pas un niveau d'hébreu très, très important, très élevé. Et en général, d'ailleurs, les traducteurs officiels de la bibliothèque du roi étaient souvent de jeunes hommes convertis au christianisme. C'est le cas également, par exemple, de Arcade Huang, qui a été le premier traducteur de chinois du roi Louis XIV, qui était un chinois de Shanghai converti par les jésuites au catholicisme. Paradis également n'avait certainement... quelles étaient les connaissances de Paradis en hébreu ou de la littérature hébraïque? On peut naturellement se poser la question. Nous conservons, alors je vais essayer de vous le montrer non, alors c'est pas là. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je vais faire le partage d'écran. Nous avons, conservons à la Bibliothèque nationale un manuscrit autographe de Paul Paradis, La vie et naissance du prophète Moïse, traduite de l'hébreu en français. Voilà, ce manuscrit qui porte la cote français 2089. Et bien sûr, là, en lisant, en parcourant ce document, d'abord on se demande où il y a une traduction, parce que bon, il y a traduction probablement des versets, des citations de l'Ancien Testament, du Tanakh, mais il y a également beaucoup de citations du Nouveau Testament, probablement une façon pour Paradis de montrer qu'il était également versé et montrer sa connaissance du Nouveau Testament. Voilà, donc les acquisitions, en fait, alors les acquisitions donc vraiment prennent leur essor au XVIIe et XVIIIe siècle sous l'impulsion de Colbert, qui qui demande à Wanzleb, qui est un dominicain, qui est un protestant converti au catholicisme et devenu dominicain, Michel Wanzleb, de parcourir l'Empire ottoman, de parcourir le nord de la Syrie à la recherche de manuscrits hébreux et arabes. C'est ce que, en fait, Vajda a très très bien montré dans ses descriptions de manuscrits hébreux et manuscrits arabes, parce qu'il avait la chance et la possibilité de décrire à la fois les manuscrits hébreux et les manuscrits arabes. C'est le lien qui existe entre beaucoup des textes qui sont conservés dans l'un et l'autre fond. Textes qui sont souvent amenés, à dialoguer.
Donc, ces manuscrits, on a aussi évoqué l'aspect statistique. C'est vrai qu'on est tenté, on a besoin certainement aussi pour comprendre, pour caractériser, pour décrire cette collection, de faire des recherches statistiques. Et pour cela, le portail Ktiv est un outil intéressant grâce aux paramètres, puisqu'on peut faire des recherches par collection, sous-collection, au sein d'une ville et y ajouter des critères de date et d'écriture, de type d'écriture, et ainsi voilà, caractériser, obtenir un certain état de ce fonds. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que l'idée des bibliothécaires, c'était d'aller chercher des textes. Plus qu'au fond des manuscrits de type Ashkénaze ou des manuscrits de type séfarade. C'était non seulement des manuscrits choisis pour leur texte, et aussi choisis pour la qualité de leur copie. Et cela a été bien montré dans une des interventions aujourd'hui sur l'importance des manuscrits comportant des colophons. L'importance des manuscrits présentant des colophons dans le fond des manuscrits hébreux n'est pas négligeable et montre, je pense, le soin tout particulier avec lequel les émissaires et les bibliothécaires ont choisi les meilleures copies, sans parfois en les multipliant, c'est-à-dire qu'on peut avoir pour certains textes plusieurs copies. Les familiers du catalogue des manuscrits hébreux, et particulièrement dans le domaine de la philosophie, des commentaires d'Averroès, des commentaires sur les ouvrages de mathématiques et d'algèbre, l'auront eux-mêmes constaté. Et si l'on reprend les descriptions de Georges Baeta des manuscrits hébreux, effectivement, on peut aussi le constater. Pour comprendre la façon dont travaillaient en quelque sorte ces ambassadeurs, on a pour habitude, peut-être de façon un peu rapide, de souligner que Achille Arlet de Sancy était hébraïsant, que Giacomo Gaffarelli était un hébraïsant, et pourtant, on a quelques échanges épistolaires entre ces ambassadeurs et les bibliothécaires de la bibliothèque du roi. Ces échanges ont été édités par Aumont dans ses missions archéologiques. Ces missions archéologiques sont des missions très importantes au cours desquelles, depuis le XVIIe jusqu'au XVIIIe, des expéditions sont parties. Alors, par exemple, l'abbé Sevin est parti en Arménie. L'essentiel, d'ailleurs, du fonds arménien de la Bibliothèque nationale provient de cette mission archéologique, je crois, en 1730. Pour vous donner un peu une idée de la façon dont travaillent ces ambassadeurs lorsqu'ils vont chercher ces manuscrits, dans la correspondance entre les échanges entre Jean-Auguste de Thou, donc, qui est un des bibliothécaires de la Bibliothèque du Roi, garde de la bibliothèque, et Achille de Harlay, je vais vous en lire quelques extraits. Alors donc, Achille de Harlay s'ennuie un peu dans son poste d'ambassadeur de France à Constantinople, et il envoie une lettre à de Thou le 4 mai 1612, et il écrit: maintenant que le temps se fait beau et que je serai hors de tout plein de brouillerie, que j'ai trouvé ici à mon arrivée, je m'irai promener par les bibliothèques, et si je trouve quelques livres anciens que nous n'avons point, je l'achèterai ou le ferai transcrire pour vous. Je me suis enquêté de Ménadère, mais je n'en ai point eu de nouvelles. Le feu est si souvent à Constantinople
qu'il se brûle quelquefois des bibliothèques et s'y perd de mon livre. Alors, donc, dans une autre lettre datée de Péra le 8 septembre 1612, Harlay rend compte de tout du succès de ses recherches en Grèce, et il poursuit un peu plus loin sur ses recherches de manuscrits hébreux. Enfin là, il ne s'agit pas de manuscrits hébreux, mais d'un imprimé hébreu à Constantinople et au Caire. Oui, il ne lésine pas sur les dépenses, si j'ose dire, et les voyages, puisqu'il va se rendre jusqu'au Caire pour aller trouver un livre imprimé. Et il écrit à de tout. Monsieur, après avoir longtemps cherché le livre de Rabbi Sandiak, pas de réaction, Rabbi Sandiak, ça ne vous dit rien, c'est normal, moi non plus. Sur le Pentateuque, et n'avoir jamais pu trouver personne à qui ce nom fût connu, j'ai cru qu'il pourrait avoir de l'erreur en notre prononciation et que les Juifs prononcent peut-être son nom un peu autrement. Un nommé Rabbi Santo Atia, alors Santo c'est Shem Tov, hein, Atia est un d'eux qui a écrit sur le Pentateuque il y a 30 ou 40 ans, et il s'intitule, et son œuvre s'intitule Keter Santo, Keter Shem Tov, c'est-à-dire la couronne de renommée. Il a été pour la première fois imprimé à Venise et depuis à Constantinople. J'en ai recouvert un, je vous l'enverrai, ou à plusieurs fois par les courriers ordinaires ou par un vaisseau, etc., etc. Il y en a un autre composé il y a 26 ans et imprimé à Venise et se nomme ce livre Akedat Yitzhak. C'est celui d'entre tous les autres dont ils font quasi le plus d'estime. Si je savais que vous ne l'eussiez pas, je vous en recouvrerais un, si ce n'est que, comme il a été imprimé à Venise, alors que la première édition est de Salonique 20 ans plus tôt, il vous sera plus facile d'en avoir de là. Il a été imprimé à Venise en lettres hébraïques et a été aussi imprimé en lettres des rabbins. Cette dernière impression est correcte et bonne, etc., etc. Donc voilà, on voit comment procèdent ces ambassadeurs, ces émissaires. On voit que ils procèdent par touche, et on constate aussi que leurs connaissances sont parfois assez approximatives, hein. Mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'au bout du compte, grâce à ces acquisitions, ils ont pu créer une des plus importantes bibliothèques de textes juifs, mais de textes philosophiques et scientifiques. Alors, pour dire un mot des catalogues et peut-être du Collège de France aussi, il faut signaler quand même l'apport extrêmement important de Munck et parler un petit peu du catalogue de Zotenberg, parce que c'est vrai que quand on regarde les notices de Munck et quand on regarde les notices de Zotenberg, on est un peu surpris, parce que Zotenberg est un peu l'homme de la Providence. Il est appelé par Taschereau, qui est l'administrateur de la bibliothèque impériale, pour enfin publier ce catalogue des manuscrits hébreux en 1866. Pourquoi ? Eh bien, parce que la rédaction de ce catalogue avait été confiée à Munck. Voilà, on pourrait parler de Munck et de son aura dans le monde des études juives et dans le monde parisien des études juives. Et Munck, malheureusement, comme vous le savez peut-être, est devenu aveugle à la fin de sa vie, et il a dû donc démissionner de la bibliothèque impériale, enfin, bibliothèque royale qui est devenue ensuite bibliothèque impériale, et n'a pu mener à bien son catalogue. Et donc Zotenberg est chargé de reprendre
ce catalogue et en fait d'éditer les notices du catalogue manuscrit que vous pouvez trouver sur Gallica, qui a été numérisé, de Salomon Munk. Voilà. Et bon, alors le catalogue de Zotenberg, il a les caractéristiques des catalogues du 19e siècle. Il y a aussi beaucoup de jugements de valeur sur la qualité du manuscrit, sur l'intérêt des textes. Voilà. Mais ce dont on se rend compte, c'est que Zotenberg a beaucoup réduit les notices de Munk, qui sont beaucoup plus longues. Et, alors, dans ce fond, Munk, en fait, je pense, comment dire, Munk n'est pas intéressé par les Bibles et les rituels de prière et la littérature rabbinique. Ça ne l'intéresse pas. Bon, il les a décrits. Hein, il a décrit les Bibles, il a décrit les manuscrits. Il était élève rabbin, il était élève du séminaire. Mais ce qui l'intéresse, c'est les manuscrits de philosophie, les commentaires d'Averroès. Et donc, il va laisser de côté ce fond, enfin, qu'il a quand même décrit, donc, comme je l'ai dit, il a décrit notamment les Bibles, mais en se concentrant plutôt sur les manuscrits de philosophie et les manuscrits de sciences. Et je pense que Vajda s'inscrit tout à fait dans cette continuité, dans cet intérêt pour les manuscrits de sciences et les manuscrits de philosophie, qui, il ne faut pas l'oublier, constituent une part très importante du fond, philosophie et sciences, astronomie, médecine, algèbre, les traductions de Clyde, Galien, les commentaires de Galien, constituent une part importante du fond des manuscrits hébreux. Le 19e siècle est un... Alors bon, je passe sur la Révolution française et la confiscation des biens du clergé qui a été évoquée ce matin. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, ça peut être traité en soi. Peut-être pour passer au 19e siècle et dire qu'au 19e siècle, il y a deux filières, on va dire, deux voies d'acquisition, qui sont les libraires, d'une part, à Paris, et ces libraires, en fait, proposent à la bibliothèque royale, puis à la bibliothèque impériale, puis à la bibliothèque nationale, proposent des manuscrits ou des ouvrages imprimés. Parmi ces ouvrages et parmi ces manuscrits, un certain nombre de manuscrits hébreux, donc on connaît ces libraires puisque leur nom figure dans les registres des acquisitions de la Bibliothèque nationale. Et l'un d'entre eux, Maisonneuve, bien entendu, Maisonneuve a vendu à la bibliothèque beaucoup de manuscrits orientaux, manuscrits arabes, manuscrits hébreux, manuscrits persans, manuscrits turcs ottomans, et donc bien sûr des manuscrits hébreux, et aussi le libraire Labite qui est un des grands fournisseurs de manuscrits hébreux de la bibliothèque. Et puis, il y a quelques acquisitions remarquables, dont les manuscrits que Salomon Munk va acheter lors de sa mission avec, sa mission en Égypte, suite donc à l'affaire de Damas et à la condamnation de membres de la communauté juive suite à la disparition d'un capucin. Donc cette affaire ayant été menée contre la communauté juive, probablement pour des raisons économiques, pour favoriser la communauté grecque, et le tout, voilà, monté en épingle par l'ambassadeur de France à l'époque, qui donc a joué un rôle extrêmement
problématique disons, et même d'ailleurs lorsqu'il a été prouvé, lorsqu'il a été prouvé que ces Juifs n'avaient absolument rien à voir avec la disparition de ce capucin, l'ambassadeur de France a fait graver sur la pierre tombale de ce capucin un rappel de l'accusation de meurtre rituel à l'égard des Juifs. Donc, Munk est doté, achète avec son argent, achète avec ses propres deniers ses manuscrits. Et il achète notamment un très très beau manuscrit qui porte la cote, je crois, Hébreux 1203, qui est un magnifique manuscrit enluminé. Et peut-être que je vais demander, Sonia, est-ce que c'est 1203, le traité de médecine enluminé? Destiné à je ne sais quel proche de la cour, en judéo-arabe? Oui. Il a été exposé récemment à Jérusalem lors d'une exposition consacrée à Maïmonide, puisque ce sont des traités de Maïmonide traduits en judéo-arabe et en caractère hébreu, mais magnifiquement enluminés. Très, très beau. Voilà, donc il fait ses acquisitions et ces acquisitions vont ensuite, il va vendre ses ouvrages à la bibliothèque, qui les rachète, qui les lui rachète. Il est un petit peu horrifié du prix des manuscrits, mais au Caire, mais il arrive à trouver des manuscrits et notamment c'est lui qui va ramener à la bibliothèque les commentaires de la Bible de Yafet Ben Eli, donc à l'époque où on s'intéresse beaucoup aux écrits des Karaïtes. Il y a une espèce d'émulation entre voilà, les études de Firkovitch et voilà, l'intérêt que l'on porte aux Karaïtes et à d'autres textes du judaïsme, et peut-être signaler une autre acquisition importante en 1850. Javier s'en souvient, on avait fait une conférence, une des premières conférences à l'INP sur ce manuscrit, Hébreux 1314, qui est une Bible copiée en Espagne, dans le sud de l'Espagne, à la fin du XVe siècle, et qui se retrouve à Sanaa, où elle est acquise en 1850 par le rabbin Saphir, Jacob Saphir, qui a entrepris un voyage parmi les communautés juives du Yémen. Voilà aussi des communautés que l'on découvre à cette époque et qui ont vécu de façon assez repliée sur elles-mêmes et coupées des autres courants du judaïsme. Et il fait l'acquisition de cette Bible qu'il ramène à Paris et qui provoque un véritable... qui est un véritable événement, jusqu'à ce qu'on en parle à l'impératrice Eugénie, qui décide d'acquérir cette Bible en 2 volumes. Elle est magnifiquement décorée de micrographies pour la donner à la bibliothèque impériale. Voilà. Et puis, au fond, peut-être dernière grande acquisition, eh bien, c'est l'achat par la Bibliothèque nationale en 1853, il me semble, auprès du père Roland de Vaux, de environ 350 fragments des manuscrits de la Mer Morte. Qui d'ailleurs sont toujours dans leur conditionnement d'origine, c'est-à-dire voilà, contrecollés sur des plaques de verre avec du scotch, scotch qui a aujourd'hui 50 ans, enfin un peu plus de 50 ans. Donc, voilà, donc on voit que le parcours des manuscrits, c'est quelque chose d'assez complexe. Alors, quand on en connaît un peu l'histoire et le cheminement vers la bibliothèque, eh bien, et que c'est documenté parce que la bibliothèque, bien sûr, conserve des archives, des correspondances, et qu'on a donc la possibilité de retracer le parcours de tous ces manuscrits. Néanmoins, il nous manque très souvent
l'histoire avant l'entrée de ces manuscrits, sauf naturellement en cas de présence de marques de possesseurs sur ces manuscrits. Et alors, bien sûr, vous me direz, qui aujourd'hui, par exemple, saurait que, qui sait aujourd'hui que le Louvre Abu Dhabi conserve une Bible yéménite copiée au XVe siècle dans sa reliure coffret dans ses collections, ou qui sait que le cheikh l'émir d'Abu Dhabi a dans sa collection un Sefer Torah séfarade du XIVe siècle. Est-ce que voilà, donc pour peut-être dire que voilà, le parcours des manuscrits hébreux est lié aussi à des événements, à un contexte parfois géopolitique, puisque des manuscrits ont quitté l'Espagne en passant par le Portugal, ce qui est peut-être le cas de cette Bible en hébreu 1314, pour finalement après se retrouver, on ne sait comment, à Aden, dans une famille la famille iraki. Voilà. Donc, c'est un sujet très vaste. Et pour certaines périodes, on arrive encore à retracer le cheminement de ces manuscrits, mais il arrive aussi qu'on soit un peu dépassé par les événements, puisque voilà, on trouve maintenant aux Émirats arabes unis des manuscrits hébreux. Voilà. Merci Laurent, merci beaucoup. Emma. Alors, écoutez, nous allons, sous forme de conclusion et ouvrir quand même un débat. Tu as quelques mots à dire pour la conclusion, Emma? Je te remercie, Laurent. Tu restes avec nous, hein? Ouais. Tu as le temps. Ouais. Écoutez, vous avez vu, après cette journée un peu longue maintenant, qu'il y a des manuscrits dans ce corpus que nous allons entreprendre de réétudier à nouveau, de différentes provenances. Laurent vient de vous expliquer maintenant que, selon leur acquisition, les manuscrits venaient de un peu partout, et ces émissaires se souciaient peu, ne savaient même pas d'ailleurs qu'il y avait probablement des manuscrits séfarades ashkénazes. C'était pas du tout leur souci, puisque l'hébreu était une langue orientale. Donc pour eux, c'était des langues orientales, et ce n'est pas eux qui ont fait cette distinction, mais après, les chercheurs qui, dans leur domaine d'expertise, ont pu identifier telle et telle région par les critères paléographiques, parfois par les colophons, etc. Et donc, ce corpus des manuscrits orientaux vient de partout. Il est aussi en différentes langues, puisqu'il contient, comme vous avez pu le voir avec le manuscrit 1203, des textes qui sont en caractères hébreux toujours, c'est leur spécificité, ils sont en caractères hébreux, et c'est comme ça qu'on va je pense, finalement les sélectionner par la cote hébreu. Même si ces caractères hébreux sont du judéo-arabe, de l'araméen, est-ce que je sais, enfin, le judéo-espagnol et j'en passe, y compris du judéo-allemand. Donc, vous avez compris, des manuscrits luxueux ou pas du tout, des manuscrits autographes, sur des supports divers, du papyrus pour les manuscrits de Qumran jusqu'au papier, en passant par le parchemin et les différents types de parchemins, c'est un velin pour les manuscrits luxueux et autres, et j'en passe, enluminés ou pas, et tous ces textes-là qui vous donnent une idée de la bibliothèque et de l'énergie intellectuelle, je veux dire du dynamisme intellectuel de ces communautés qui étaient réparties à travers le bassin méditerranéen et qui ont produit des textes aussi bien sacrés, entre guillemets, liturgiques que profanes. Donc c'est un corpus absolument immense et qui n'a pas d'intérêt que dans le corpus du texte, mais aussi dans ses marges. Tous ces ajouts qui vous donnent une idée de l'histoire de ce manuscrit et aussi des questionnements intellectuels et de l'histoire des idées qu'ils ont suscitées, parce que ces commentaires, souvent, posent la problématique soulevée à une période précise, à un moment précis, par le propriétaire de ce manuscrit. Car ces manuscrits, la plupart du temps, tu ne me contrediras pas, j'espère, ni toi, Judith, ont été achetés pour être lus. C'était des gens qui les lisaient. Ce n'étaient pas des collections qui devaient être, pour la plupart... Oui, à la fois... Voilà. Qui devaient servir seulement à être placés dans des livres, mais quand même des manuscrits qui étaient... Voilà. Et donc, l'histoire de ces manuscrits est très importante parce qu'elle témoigne de ces transmissions de textes, des idées
et aussi des migrations des humains qui ont transporté ces manuscrits de leur création, de leur fabrication, jusqu'à leur lieu actuel de conservation. Et ces manuscrits-là, avec cette histoire longue, donnent une idée, franchement, vous donne c'est le miroir de l'histoire des idées de l'Antiquité jusqu'au monde moderne. Emma? Oui, non, mais je voulais savoir d'abord si on a le temps de faire un débat. Oui, j'ai bien l'éclairage. Je pense que nous, on a parlé beaucoup et je voilà, la salle. Maintenant, on va prendre les questions de la salle. Et en guise de conclusion, je pense que la question maintenant est dans la salle, s'il vous plaît. Oui, je voulais savoir, mais est-ce que les intervenants peuvent... Tout le monde, oui. Non, on va rester dans la salle tous, on va tous... Enfin, mais les personnes qui ont parlé, peut-être, oui, c'est ça. se rapprocher. Comme vous voulez. Enfin, alors, venez, il y a que deux chaises, de toute façon. Ma question, est-ce que le mot « esh » dans une des séphiras a quelque chose à voir avec la représentation dans l'iconographie musulmane de Dieu sous la forme de flamme? Qui dit je suis feu, je suis un feu dévorant, et comme ça c'est déjà suffisant, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'aller plus loin, bien que bien entendu dans toutes les religions le feu est dans une relation spéciale avec la divinité, mais dans ce cas-là très spécifiquement il s'agit de problèmes spécifiquement chrétiens, d'identifier les noms des dieux qui se réfèrent à la Trinité. C'est-à-dire de trouver en hébreu des dénominations qui soient adaptées à la Trinité. Dès que la troisième personne de la Trinité, l'Esprit, est lié au feu, il faut trouver comment appeler le Saint-Esprit en hébreu, et la solution proposée par Reuchlin est feu. Mais d'autre part, il essaie de le dire en hébreu et il transcrit l'hébreu de façon fautive. Il dit « esht » à la place de « esh ». Et ça est répété par Thénard, et pas seulement par Thénard. Ça a une longue histoire des répétitions. C'est comme Pierre Camus qui dit « moi, je n'ai pas besoin d'apprendre l'hébreu parce qu'il y a déjà des traductions ». Je peux ajouter quelque chose. La question de la représentation du prophète Mohammed ou d'ailleurs des personnages prophétiques dans l'islam recouverts en fait, donc simplement symbolisés par la présence d'une flamme, est quelque chose qui intervient assez tard et qui ne se retrouve pas dans tous les manuscrits, puisqu'il y a eu une époque où on a représenté les personnages bibliques, les prophètes de l'islam ainsi que le prophète Mohammed lui-même dans des manuscrits par exemple persans ou des manuscrits arabes, des manuscrits turcs ottomans. Nous avons un miracle nommé où le prophète est lui-même représenté dans différents épisodes de son voyage nocturne, et que à la suite de cette représentation, il y a eu un effacement, on a effacé les visages, il y a une période iconoclaste, et qu'ensuite on voit apparaître la flamme qui représente. Donc voilà, s'il y a un lien, s'il y a un lien entre le mot Esh de la Séphira et cette question de la représentation, elle est à mon avis assez éloignée, et en fait elle dépend, la question même de l'utilisation de la flamme dans ces enluminures est assez éloignée. Mais c'est vrai que les séraphim, ce sont des anges qui brûlent, d'où leur nom de séraphim. Judith ? Oui, ma question porte sur le projet BINA. Bon, j'ai cru comprendre, ça va inclure les 176 manuscrits du fonds hébreu. Est-ce que ça va concerner également, comme semblait l'indiquer Jean-Pierre Rothschild, ce qui est hors du fonds hébreu, mais à la BNF? Est-ce que ça va concerner les manuscrits, la vingtaine de manuscrits qui sont dans d'autres bibliothèques en France? Et surtout, alors ça c'est ma préoccupation plutôt, est-ce que ça va, peut-être dans un deuxième temps, je ne sais, concerner les manuscrits produits en France, produits et non pas conservés,
et notamment parce que je suis directement intéressé par les manuscrits produits en Normandie et qui se sont retrouvés à la Guénissa du Caire, qui se sont retrouvés un petit peu partout, y compris en Savoie et en Suisse, et qui ont été, les Tosafot qui ont été intégrés aux éditions imprimées du Talmud. Est-ce que le projet va inclure ces manuscrits? Alors, les projets, en effet, les projets vont commencer avec les catalogues des manuscrits hébreux de la Bibliothèque nationale de France, pas seulement les manuscrits la côte hébreu, mais aussi on va vraiment travailler sur ces fonds et aussi étudier les collections des hébraïsants chrétiens et la formation du fonds hébreu, donc pas uniquement les manuscrits côte hébreu, mais tout ce qui est autour, et donc aussi des traductions, par exemple, de l'hébreu en latin, et les traductions, en fait, des judéo-langues. Donc là, c'est la première chose qui est importante à préciser. C'est le début, en fait, d'une recherche. On va commencer avec la Bibliothèque nationale de France, mais l'idée serait vraiment de continuer d'abord sur les manuscrits hébreux qui se trouvent à Paris, et l'idée est de continuer avec ces catalogages. Et donc, on n'a pas réfléchi vraiment sur les manuscrits produits en France comme un travail spécifique, mais nous avons réfléchi sur la possibilité de travailler sur les fonds hébreux et des hébraïsants en France, d'abord sur Paris, donc à partir de la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est vraiment une idée aussi très importante, celle dont vous parlez, et ça pourrait être, mais bien sûr, c'est seulement 4 ans le projet. Nous avons exactement. Donc il faut aussi être un peu concret dans les objectifs, et d'abord déjà les catalogues des manuscrits hébreux de la Bibliothèque nationale de France, c'est une entreprise qui devra être complétée in primis. Voilà. Une autre question? On doit libérer la salle rapidement. C'est au sujet du ghetto. Comment se faisait la gestion interne du ghetto? Et en particulier pour accepter ou refuser des nouveaux résidents? Davide. La gestion du ghetto interne de la communauté. David, viens ici. Je pense que les orateurs devraient, en fait, viens vite ici. Donc la gestion. Bon, c'est une question très large. Je n'aurai pas le temps de approfondir tout, mais bien évidemment, c'est un problème. En fait, comment ça s'est passé en fait l'intégration de nouvelles populations à l'intérieur de ces espaces déjà étroits. Donc il y avait des règlements internes qui géraient en fait la possibilité et qui limitaient aussi la possibilité d'intégrer de nouvelles populations. C'était le cas au moment de l'arrivée des réfugiés d'Espagne, c'était le cas pour d'autres populations de migrants juifs, d'étrangers juifs qui arrivaient dans l'un des ghettos italiens. Par exemple, dans la Toscane, dans le Grand-Duché de Toscane, on a la méthode de la ballottazione. Donc, il y a un comité à l'intérieur du corps politique, du CAL, de la communauté, qui va juger, en fait, les personnes qui font demande d'être intégrées dans la communauté. C'est l'une des modèles, en fait, de gouvernance interne juive dans ce cas-là. Oui, je voudrais poser une question à Jean-Pierre. Une question rapide. Vous avez très rapidement mentionné Fabri de Peresque. Et je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est ça ma question. Est-ce que vous pourriez dire un peu plus au sujet de Peresque? Donc nous avons quelques manuscrits, nous savons qui proviennent de sa collection parmi les manuscrits hébreux de la Bibliothèque nationale. Mais vous avez mentionné des manuscrits parlant de l'hébreu
qui sont en dehors de la collection hébraïque de la Bibliothèque nationale. Si vous pouvez dire 2 mots de plus. Oui, j'ai mentionné un seul manuscrit, je ne me rappelle plus maintenant s'il y en a d'autres, qui contiennent... c'est un manuscrit qui se trouve dans le fond latin. J'essaie, en vous parlant, de retrouver la cote, je l'ai citée tout à l'heure, mais je n'arrive pas à faire facilement 2 choses à la fois. Ce sont des papiers relatifs aux enquêtes qu'il menait pour se procurer des livres orientaux ou pour avoir des renseignements sur les communautés. Alors, dans le manuscrit auquel je pense, j'imagine que j'ai fait moi-même un sort dans un article ancien, mais dont je pourrais vous donner référence, à ce qu'il écrivait à propos d'une correspondance qu'il avait avec un rabbin de Cavaillon qui était un certain Azouvi, Yosef Azouvi peut-être, mais je ne suis pas sûr du Yosef. Et il avait obtenu par lui des renseignements sur le fonctionnement interne précisément de la communauté et d'un autre côté des listes de livres. Bien, et il y a des papiers de ce genre dans ce recueil-là qui concernent aussi d'autres langues orientales. Alors je ne me rappelle plus maintenant s'il y avait aussi d'autres manuscrits. Il n'y a pas en tout cas de texte hébreu spécifique à part effectivement des demandes de renseignements et éventuellement des réponses à des renseignements. Pour autant que mon souvenir dans le moment est juste, sont pour moi des choses tout à fait anciennes. Et il y a des manuscrits samaritains aussi dans la collection qui viennent de Pérez. Oui, bien sûr. C'est comme ça que j'avais trouvé ce manuscrit en son temps quand j'étais chargé de préparer ce catalogue. Donc c'était il y a 35 et quelques années. Donc je n'ai pas vu ce manuscrit depuis. J'ai un peu oublié le détail. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question ? Bonjour. J'ai une question pour Margarita Mantovani. Dans votre premier cas d'étude, vous parlez du support du manuscrit en disant que c'est un manuscrit sur papier et sur parchemin. Et je me demandais de quelle manière, est-ce qu'il y a des cahiers en parchemin et des cahiers en papier ? Ou est-ce qu'il y a des bifolios encartés parchemin et papier ? C'est une curiosité pour moi. Et vous vous référez au premier manuscrit, c'est vrai ? Oui, je pense, oui. Et oui, c'est parchemin. Maintenant, je l'avais noté. Donc, c'est parchemin et c'est papier. Et c'est les catalogues Zottenberg, oui, qui les remarque, je crois. C'est un diplôme en parchemin et du papier à l'intérieur, normalement. Oui, c'est ça. Normalement. Mais je n'ai pas étudié à fond les aspects codicologiques. Je me suis intéressée plutôt un petit peu à la paléographie et à la mise en texte, à la mise en page plutôt que les aspects codicologiques. Mais oui. Mais dans les manuscrits en provenance de la région byzantine, tu me diras, on a remarqué à la BNF qu'il y avait des manuscrits en effet qui se distinguaient par le fait que les cahiers, vous savez que c'est composé de plusieurs cahiers, chaque début de cahier en fait est en parchemin, et l'intérieur du cahier, des 2 premiers feuillets, derniers feuillets, est constitué de papier. C'est un peu propre aux manuscrits de la région byzantine, je ne sais pas s'il y en a ailleurs. Et le dernier cahier aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment les feuillets de papier sont entre deux. Oui, c'est ça, entre deux. C'est un diplôme qui contient le reste des feuillets papier. C'est ça. C'est comme le voilà. C'est comme la couverture du cahier en quelque sorte. Et de quelle autre région, ça arrive, c'est assez fréquent dans les manuscrits byzantins, mais il y a aussi quelques manuscrits de la France du Sud où la même technique est utilisée. Elle est tout à fait logique, elle s'explique dans les pays où il y a du papier qui est moins cher que le parchemin, mais en même temps moins durable. Donc les cahiers, le premier, quand vous imaginez les cahiers, le premier bifeuillet de l'extérieur et celui à l'intérieur sont les plus exposés. Souvent, les cahiers n'étaient pas cousus, les manuscrits n'étaient pas reliés.
Donc, on utilisait le parchemin plus cher et plus durable pour protéger les cahiers de l'extérieur et aussi parfois, comme Javier le dit, de l'intérieur parce que les cahiers étaient cousus. À l'intérieur. Imaginez un fil, une couture en fil avec du papier, ça déchire. Donc, c'est plus pratique d'avoir les cahiers mixtes, tout simplement. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a justement dans le monde byzantin et dans la France du Sud. Voilà. C'est un type de cahier très courant aussi en péninsule ibérique, surtout au XIVe siècle. Mais tardif, non? Oui, surtout au XIVe siècle. Oui, ce type de cahier mixte est assez courant. Oui. J'en ai pas tellement vu, moi. En hébreu? Oui. J'en ai pas vu. Oui. Non, mais je comprends pourquoi, mais j'en ai pas rencontré, il se trouve. Oui. Enfin, je travaille sur des parchemins, surtout. Oui. Une autre question? Non, juste... moi, je veux bien juste rebondir. Du coup, ces cahiers, ces bifolios en parchemin, ils sont manuscrits. Ça veut dire que le texte manuscrit passe du parchemin au papier, puis repasse au parchemin en fin de cahier. D'accord. Absolument. Le parchemin n'est pas utilisé comme une garde blanche. Non. Ok. Sauf dans les cahiers extérieurs. Évidemment, les pages de garde, on peut les avoir. D'accord. Merci beaucoup pour... Je vous en prie. Alors, voilà, encore une question. Et après, il faudra qu'on libère la salle. Vous nous excusez, mais il y a un événement juste après le nôtre. Oui. Question à Emma. Est-ce qu'il est pertinent de mélanger magie et kabbale? Dans un cas, on est dans la conjuration. Dans l'autre cas, on est dans l'interprétation. Dans le cas de la magie, c'est en principe interdit. Et au contraire, la kabbale, c'est notamment la gematria, une des méthodes d'interprétation prévues par le Talmud. Alors, est-ce qu'on peut mélanger? En effet, sont les manuscrits qui nous révèlent qu'elle était parfaitement mélangée. Donc, c'est l'évidence, même si je sais qu'il y a un débat en cours, mais moi, je travaille sur les manuscrits, et aussi j'ai travaillé sur les manuscrits de la Geniza du Caire, et là, il y avait le mélange entre la littérature, la mystique des écalotes et la magie. Dans les manuscrits du Moyen-Âge européens, comme j'ai montré dans les documents dont je vous ai parlé aujourd'hui, elles sont parfaitement mélangées. C'est de la magie blanche. Il n'y a pas cette distinction dans la tradition. C'est pas de l'interprétation, quoi. Il y a aussi des rituels, des convocations démoniaques, comme vous avez vu, à côté de Sever Yetzira, de Shareora, et c'était les mêmes personnes qui produisaient ces manuscrits, qui probablement étaient aussi des personnes qui étudiaient la Kabbale, et donc je ne pense pas qu'il y a aucune limite entre de passer d'un côté à l'autre, un côté de la Kabbale pratique à la Kabbale théorique, et donc je ne pense pas du tout qu'il y a vraiment ces genres de limitations. Mais je sais que pas toutes les personnes dans la salle sont d'accord avec moi. Voilà, merci. Oui, madame. Attendez, on enregistre. Ah oui. Je voulais simplement dire à monsieur qui vient de poser la question que la gematria, ce n'est pas un livre kabbalistique, c'est une méthode d'interprétation kabbalistique. C'est ce que j'ai dit. Ah oui, bon, donc ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas contradictoire du tout. Il y a une question au deuxième rang, comme ça on va pouvoir clôturer. J'irai un peu dans le même sens que toi, Emma. Il me semble que c'est une question qui est biaisée par des catégories qui ne sont pas celles des acteurs des textes. Parce que la magie, c'est ce que font les magiciens égyptiens, c'est ce que fait Jésus, mais ce n'est pas ce que fait un scribe juif qui fait ce que nous appelons des pratiques magiques, parce qu'elles impliquent des choses que nous associons à la magie,
conjuration de démons, etc. Nous appelons ça de la magie, mais à partir du moment où c'est un bon juif qui le fait pour des causes qui, dans son univers, sont tout à fait légitimes, ça ne relève pas de la magie. Enfin, peut-être... C'est vrai qu'il y a des pratiques qui ne sont pas admises à la majorité des membres de la communauté, mais il s'agit de pratiques ésotériques. Et par exemple, dans les manuscrits dont je vous ai parlé, il y a ces petites marques Avodat Kokabim. Donc, ça veut dire c'est une instruction, une indication pour les lecteurs qu'il y a quelque chose qui dépasse un peu. Et peut-être c'est aussi une question de degré, parce que je pense à des choses comme la légende de Yosef de la Reina, ou des choses comme ça. En fait, ce sont les mêmes techniques, mais certains vont trop loin. Oui, certains vont trop loin. Un... Voilà. Oui, il y a un célèbre midrash sur l'utilisation magique du Sefer Yetzira pour la création du golem, par exemple, mais aussi des animaux qui nous enseigne que les savants ont le droit d'étudier ces pratiques, mais ils doivent étudier 2-3 personnes ensemble, et après, ils doivent oublier et recommencer à les étudier. Donc, et ils ne doivent pas essayer de les faire pour émuler, en fait, la divinité, ou se substituer à la divinité, mais c'est pour des raisons d'études et pour leur sagesse. Donc, c'est parce que c'est le rôle du savant de connaître aussi. Et voilà. C'est le bon final. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.